À la une ce soir. Go Habs, go! Let's go, go Habs, go! Go Habs, go! Go Habs, go! Tout est en place pour le 6e match de la série Canadien Lightning. C'est un événement incroyable. Historique. Match historique. Ouais. Je pense qu'on va gagner ça 4-2. Grosse game Caulfield. Tu le sens. Des dizaines de milliers de partisans attendus au centre-ville de Montréal, également ce soir. Et on va être en mode hyperactif. Ne vous attendez pas à avoir un ralentissement de la cadence. On va maintenir le rythme. Christine Fréchette gonfle ses troupes à bloc avant le début de la session parlementaire. Et non, vous ne faites pas erreur. Le prix de l'essence encore dépasse une fois les 2 $ le litre. Il est 17 h, voici votre nouveau info. Bonne fin de journée, tout le monde. Il y a bien des gens qui sont fébriles ce soir. Hein? Est-ce que le Canadien de Montréal va être en mesure d'éliminer le Lightning de Tampa Bay devant ses partisans? Eh bien, ce serait quand même le scénario idéal en cette première ronde des séries. Pendant qu'on voit là, des images qui nous parviennent en direct du Centre Bell, il y a pas mal de monde et justement, on voit Lily Mercure qu'on va aller joindre. Lily, les amateurs qui sont optimistes quand même en vue de la rencontre de ce soir. Là. Oui, parce que comme tu le dis, c'est un match qui est extrêmement important pour Montréal, pour ses fans, parce que si le Canadien gagne ce soir, il élimine le Lightning de Tampa Bay et passe au deuxième tour. Écoute, les gens sont arrivés ici très tôt au Centre Bell. Ils festoient. Il y a des gens là présentement qui sont en train de faire la file pour entrer à l'intérieur. Les portes viennent juste d'ouvrir. Et moi, j'ai croisé, écoute, des gens qui arrivaient de partout à travers la province, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario. On peut les écouter. On s'attend ce soir à une grosse victoire du Canadien. Ouais. Avec un but de Cole Caulfield, gagne ça 3-2. On s'attend à une victoire de 4-2 du Canadien. On finit ça ce soir. On ferme les livres. On passe à la prochaine ronde. C'est l'événement le plus rassembleur au Québec actuellement. Puis on est tellement fiers de nos joueurs du Canadien. Alors c'est sûr que moi, à Québec, à Lévis, on s'ennuie un peu de nos Nordiques. Mais ça, on verra plus tard. Bon, toujours une petite passée quand même pour les Nordiques. Mais là, avec autant de gens et d'émotions qui sont réunis aux abords du Centre Bell, il y a quand même beaucoup de sécurité là, au centre-ville. Oui, il faut s'attendre à une large présence de la part du service de police de la Ville de Montréal. Mais il y a aussi, on remarque, beaucoup d'agents de sécurité du Centre Bell. Il y a aussi beaucoup d'agents de sécurité qui ont été embauchés en surplus dans les restaurants, comme c'est le cas à la Cage au Sport, qui est tout juste à côté de l'amphithéâtre. On peut écouter le directeur. Et ça pourrait brasser? Il y a des bonnes chances que oui. On sait, avec l'histoire des Canadiens dans les années précédentes, quand on a gagné, la foule devient un peu fou. Ce soir, ça pourrait brasser. Est-ce que vous avez plus de sécurité sur place? Ben moi, pour l'intérieur du restaurant, j'en ai un peu plus que d'habitude. J'en ai le double, dans le fond. Dehors, je sais que les instances policières, municipales, le Centre Bell, tout le monde est rehaussé parce que oui, on sait à quoi s'attendre. Bon, d'ailleurs, le défenseur québécois Alexandre Carrier qui est bien conscient, bien sûr, des émotions et des partisans et les encourage quand même à rester calmes. Oui, parce qu'on le sait historiquement, quand le Canadien fait les séries, il y a parfois de la casse. On peut se rappeler aux émeutes en 2021, mais c'est arrivé à plusieurs reprises par le passé. Donc, voilà. Je pense pas qu'on se met une pression supplémentaire. Je pense qu'on s'en met assez dans la chambre. Fait que t'es prête à ce que le monde renverse des voitures ce soir? Non, j'espère pas. On espère pas, ouais. Mais, tu sais, vendredi soir, il fait beau. Si on gagne, c'est pas. Mais écoute, on va se concentrer pour le match. Ouais, il fait froid un peu, mais on va se concentrer sur le match d'asseoir, mais on espère pas que ça flippe des voitures quand même. Là. Bon, merci beaucoup, Lily. On va te retrouver, bien sûr, un petit peu plus tard dans le bulletin. À plus tard. Bon, là, il n'y a pas que le Canadien de Montréal qui est gonflé à bloc. Les députés de la CAQ le sont aussi parce qu'eux, ils viennent de terminer leur réunion du caucus cet après-midi à Rivière-du-Loup. Et ce qu'on souhaitait, c'était se préparer pour la rentrée parlementaire de la semaine prochaine. Et là, Jean-François, tu es à Rivière-du-Loup. Bon, il y aura beaucoup de travail sur la planche, en du pain sur la planche. Les députés qui devront même faire des heures supplémentaires.
Oui, parce que tous les projets de loi qui sont morts au feuilleton lorsqu'on a prorogé la session au début du mois d'avril vont être rappelés lors de l'ouverture de la session mardi. Ça fait beaucoup de travail et on va même ajouter des projets de loi. On pense au projet de loi qu'on appelle Gabi-Renault qui permettra enfin aux femmes qui ont de nouveaux conjoints de vérifier les antécédents en matière de violence. Également, il y a le projet de loi pour ajouter 2 circonscriptions parce qu'on en a retiré 2. Donc, du côté de la Cour suprême, on a confirmé qu'il y en avait 2 qui allaient disparaître. Donc, on veut quand même que ces gens-là, du côté de la Gaspésie, entre autres, puissent avoir une circonscription. Également, bien, faudra travailler rapidement parce qu'il reste 5 semaines. Donc, on est prêt à travailler même les lundis et les vendredis du côté du gouvernement de la CAQ pour être en mesure d'adopter tout ça. Donc, beaucoup de travail à faire. Vous le savez, on aura pas beaucoup de temps devant nous, à peu près 5 semaines, 16 périodes de questions. Les travaux seront extrêmement chargés. C'est sûr que la période est courte, mais on va être à l'œuvre de manière intense. Et puis, s'il faut rajouter quelques heures les lundis ou les vendredis en termes de session parlementaire, on le fera. Et les troupes qui semblaient prêtes pour la dernière ligne droite, mais il y avait quand même une absence là, qui a été assez remarquée. Il y en a une qui était un peu moins remarquée. Le député de l'Assomption, François Legault, n'était pas là. Mais ça, bon, on comprend que c'est normal. Il veut laisser la place à Christine Fréchette. C'est plus Shirley Dorismont, la députée de Marie-Victorin, qui, elle, a montré de la frustration après la nomination du Conseil des ministres. Elle n'a pas été choisie il y a 2 semaines. Donc, elle n'était pas là sur place. Elle dit que, bon, elle a besoin de temps pour réfléchir encore. Cependant, on sent que les troupes sont quand même gonflées à bloc, sont prêts pour ce dernier droit vraiment. Là, on parle de 5 semaines de session, mais il reste quand même environ 4 mois avant les élections. Mais on comprend que peut-être des gens vont quitter quand même. Quand on est membre d'une famille politique, on veut le bien de cette famille-là. Fait qu'on appelle les collègues, voir si ça se passe bien, si ça va bien. Puis on a tous eu ce devoir-là. Puis hier, les collègues en parlaient. On s'est parlé de ce que je sens. Ce sont des gens qui sont ralliés. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient pu être déçus? La réponse, c'est oui. C'est comme ça. Faire un conseil des ministres, c'est pas un exercice qui est facile. Cependant, la grande majorité des gens que je vois autour de moi sont des gens qui ont le goût de travailler, qui voient le changement aussi. Moi, je vais vous donner un exemple. Le week-end dernier, j'étais dans mon comté. Normalement, les gens me saluent timidement dans un restaurant. Là, les gens s'arrêtaient, venaient me jaser, me disaient à quel point ils étaient heureux de voir ce que notre premier ministre envoyait comme émotion. Et on reconnecte, mais il y a encore du travail à faire. Et on sent que les députés de la CAQ avaient peut-être envie d'aller écouter le hockey. Ça s'est terminé quand même assez tôt aujourd'hui, vers 14 h, cette réunion du caucus. Ah, tout le monde est quand même très content d'avoir le match canadien ce soir. Merci beaucoup, Jean-François. Bye-bye. Bon, et le prix de l'essence qui a à nouveau franchi la barre des 2 $ ce matin dans plusieurs stations-service du Grand Montréal. Et ça, il faut le dire, malgré la suspension de la taxe d'assises par le gouvernement fédéral. Cette nouvelle hausse est en grande partie due à la guerre qui se poursuit au Moyen-Orient. Mais la grande question, est-ce que le prix de l'essence va monter encore plus? On va poser la question au spécialiste en énergie, Yvan Clich, à 17h30. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, une nouvelle vous fait réagir ou vous avez une histoire à partager, bien, je vous invite à m'écrire à mon adresse courriel s.rivet@nouveau.info. Bon, rentrée parlementaire mardi prochain, les élections cet automne. Disons que les parlementaires québécois ne chômeront pas dans les prochains mois. Et d'ailleurs, celui que vous voyez, c'est le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, qui s'est adressé devant donc la Chambre de commerce aujourd'hui du Montréal métropolitain. Et ce qu'il a dit, il souhaite que le Québec redevienne un leader commercial. Là-dessus, Étienne Fortin-Gauthier. Le contrat social au Québec, en ce moment, il est rompu avec nos jeunes générations. Pendant longtemps, c'était simple. Tu fais tes études, tu travailles fort, tu paies tes impôts, puis en échange, tu as un bon emploi, une maison, des services publics de qualité. Mais ce contrat-là, on va devoir le rétablir parce qu'en ce moment, on ne livre pas cette promesse-là à nos jeunes. Les derniers sondages placent le Parti libéral de Charles Milliard au coude à coude avec le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon. Depuis 8 ans, le Québec fait du surplace. Le chef libéral a torpillé le bilan qu'il dresse des 2 derniers mandats caquistes. Nos finances publiques ont été hypothéquées au point de nous valoir une décote. Nos services publics sont sous pression constante, nos infrastructures vieillissent. Le Québec manque à la fois de marge de manœuvre et de direction. Plusieurs anciennes vedettes libérales qui étaient dans l'assistance, qui ont écouté attentivement son discours, notamment Jean Charest, Pierre Arcan ou Monique Jérôme Forget. Votre ancien parti, comment se porte-t-il de votre point de vue? Bien, je pense qu'il va bien. On a un chef très dynamique. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde aujourd'hui.
sur l'échiquier, comment on se positionne? Mme Anglade avait été plus à gauche, n'a pas trop bien fonctionné. Qu'est-ce que vous lui diriez à M. Milliard? Bien, c'est-à-dire que l'important, ce sont les valeurs libérales habituelles qui doivent prévaloir, d'être fort sur le plan économique, également d'avoir sur le plan social une sensibilité particulière pour les questions de logement, pour tout ce qui touche les gens les plus démunis dans notre société. Excuse, là, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein? J'étais ministre des Finances et président du Conseil de Trésor. Je sais que c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il va falloir, dans le fond, que ceux qui ont plus d'argent contribuent. Bien, dans le fond, il va falloir que les plus riches payent plus. C'est ça. Ben oui, parce que qu'est-ce que vous voulez? On est moins de monde, puis on a quand même des garderies, un service de santé, des collèges, des écoles. On a des routes à entretenir. Nos routes sont pleines de trous. Elle a aimé votre présentation, mais elle a dit c'est peut-être le temps de taxer plus les riches. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, vous y avez parlé plus que moi après la conférence. Madame Jérôme Forget est maître de ses opinions, évidemment. On la connaît. Bien, écoutez, là, on est déjà la nation la plus taxée en Amérique du Nord. Alors moi, je veux générer plus de revenus. Il y a des dépenses qu'on doit contenir au Québec, mais pour l'instant, je ne suis pas dans la taxation supplémentaire. Les élections au Québec, c'est le 5 octobre et ça paraît parce qu'au cours des prochaines semaines, les différents chefs vont venir tour à tour présenter leur vision économique à la communauté d'affaires montréalaise. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Salut Alex. Salut Sabrina. Alors, qui dit printemps, été, dit augmentation, bien sûr, des feux de forêt. D'ailleurs, il y a eu plusieurs régions du Québec depuis la semaine dernière qui ont vu une augmentation. La Sopfeu, d'ailleurs, qui a lancé sa toute nouvelle campagne de sensibilisation. Mais dis-moi, est-ce que c'est normal déjà qu'on la lance? Puisqu'on est quand même juste début mai. On est le 1er mai, en fait. Bien oui, c'est tout à fait normal. On est surpris à chaque année quand la Sopfeu émet des avertissements en lien avec les feux de forêt au printemps. Mais la réalité, c'est que c'est une des saisons les plus actives en ce qui concerne les feux de forêt au Québec. On parle d'une moyenne d'environ 275 incendies qui surviennent chaque année au printemps. Normalement, l'activité reprend graduellement en avril et c'est en mai où on a le plus de feux de forêt en province, tout mois confondu. Donc, on est en plein dans la période critique en ce moment. Il n'y a rien d'anormal. Mais pourquoi le printemps est une saison aussi active quand même? Parce que, bon, la neige vient de fondre. Normalement, c'est moins sec. Bien, justement, quand la neige fond, elle dévoile une végétation morte, donc des feuilles, des branches, aussi des déchets qui se mêlent à tout ça. Et le problème, c'est que c'est sec, ce mélange-là, et ça devient un combustible qui est extrêmement inflammable parce que, comme j'ai dit, c'est très, très sec. Donc, même si notre sol est humide en profondeur, la surface, elle, peut sécher rapidement. Notre soleil du printemps est quand même très fort. Ouais. Et je vous rappelle aussi qu'on n'a pas de feuilles dans les arbres en ce moment. On n'a pas de feuilles qui font de l'ombre au sol. Donc, la lumière, la chaleur du soleil atteint directement le sol, ce qui accélère le séchage. Donc, ça nous prend seulement un élément déclencheur pour qu'on ait une flamme et un feu de printemps. Et justement, c'est quoi les éléments déclencheurs? Malheureusement, c'est nous. Les activités humaines. On considère que jusqu'à 87 des incendies au Québec sont causés par l'activité humaine, notamment un mégot de cigarette mal éteint. À l'été, il y a les feux de camp aussi qui sont un déclencheur important. Bien sûr, la foudre est coupable de certains feux de forêt, mais là, à ce temps-ci de l'année, la foudre, c'est assez calme. Mais dans tous les cas, il suffit d'un seul étincelle sur une végétation assez sèche pour que tout s'enflamme, déclenche un feu, que ce soit un feu de forêt, un feu de brousse, autant au printemps qu'en été. Et aussi au printemps, c'est particulièrement venteux, ce qui aide à propager les flammes. Mais là, le fait qu'on surveille déjà, en fait, les feux de forêt, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une saison qui peut être quand même assez intense? C'est difficile à dire parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte quand on parle de feux de forêt, mais je vous dirais qu'il n'y a rien d'inhabituel en ce moment. Par contre, avec le contexte des changements climatiques, on doit maintenant s'attendre à des saisons plus actives. C'est la nouvelle réalité au Canada. On se rappelle de 2023, une année historique qui a brûlé jusqu'à 4,5 millions d'hectares au Québec, 16 millions au Canada. Donc, on espère une année plus calme. La bonne nouvelle, c'est que là, en ce moment, on a de la pluie qui s'en vient sur les radars. Oui, ce week-end, ça va être un petit peu plus intense, mais tout de même, ça devrait se résorber. Faut faire attention. Merci beaucoup, Alex. Merci. Bon, le milieu médiéval au Québec a été chamboulé en cette semaine avec l'incendie du village de Bicoline. Mais là, malgré le choc, les amateurs qui peuvent se rassembler en fin de semaine au salon Passion médiévale de Laval, et Éliott Tremblay s'y est rendu. Bienvenue au Salon de la Passion médiévale. Ici, on se déguise en chevalier, en elfe ou en magicien, peu importe. C'est un immense rassemblement pour les passionnés de médiéval. Et au Québec, ils sont de plus en plus nombreux. C'est une industrie qui est émergente, c'est une industrie de loisirs. Mais elle est très vivante, elle est très active, on en voit beaucoup. Là. Et de plus en plus d'ailleurs, ça alimente un loisir qui s'appelle le Grandeur Nature, qui est un espèce de jeu d'immersion qui dure une fin de semaine de temps.
Puis le Salon de la Passion médiévale, c'est beaucoup devenu l'endroit pour que les pratiquants de ce loisir-là se réunissent. Je pense que d'année en année, ça grossit. La pop culture fait qu'il y a beaucoup plus de trucs de fantastiques, que ce soit médiéval ou autre, là, qui s'inspirent. Fait que je pense que les gens, c'est plus accessible, c'est moins marginalisé aussi qu'à l'époque. Puis les gens, ça devient cool de vouloir se déguiser. Les gens ont de plus en plus besoin de s'évader. Donc le jeu, l'imaginaire fantastique comme ça, c'est hautement important. C'est de laisser mon téléphone là, laisser ma montre, laisser comme j'ai rien à faire. Je me lève le matin à une colline puis j'ai rien à faire. Puis c'est comme qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui puis je vais faire ça. Puis qui je veux être aussi. Qui je veux être exactement aujourd'hui. Puis non, c'est une liberté qu'on retrouve nulle part ailleurs. Bicoline, c'est le plus important site à thématique médiévale au Québec. Mais cette semaine, il y a un incendie majeur qui a lourdement endommagé le site. Au total, c'est 22 bâtiments qui ont été détruits. C'est un choc pour la communauté, à peine quelques jours avant l'ouverture du salon. C'est dur, là. Il y avait une activité pendant... l'incendie est arrivé pendant qu'il y avait une activité, fait que les gens ont pu comme voir le brasier puis entendre. Ouais, j'étais allé à Bico quand ça brûle. Fait que, tu sais, c'est rough, là. Moi, j'ai des chums qui viennent à soir qui font partie des cabanes qui ont passé au feu. Fait que c'est émotif pour eux. C'est 20-25 ans de leur vie qui est passé au feu. C'est pas juste une cabane, c'est leur souvenir, c'est tout. C'était quand même traumatisant d'être là sur place parce qu'on savait pas non plus à quel point ça allait comme s'étaler à ce moment-là. Puis c'est ça. Non, c'est un cauchemar qui est devenu réalité pour vrai. Comme vous pouvez voir, on est encore dans la phase adolescente de montage où est-ce que on voit de quoi ça va avoir de l'air. On n'est pas encore tout à fait rendu au produit final. On attend environ 5000 personnes au salon en fin de semaine. Il va y avoir des combats, des cracheurs de feu, puis même des performances musicales. Puis pour ceux qui participent, c'est plus qu'un salon. C'est un point de ralliement pour une passion qui rassemble des milliers de Québécois. À Laval, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. On est le 1er mai et le taux horaire passe de 16,10 à 16,60 au Québec. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé d'où est né le salaire minimum? Les origines remontent à la fin de la Première Guerre mondiale avec la présence des femmes sur le marché du travail qui ont de très mauvaises conditions. En 1925, la loi du salaire minimum des femmes rentre en vigueur. Le but, c'est de fixer un salaire minimum dans le milieu industriel. On parle à l'époque d'environ 12,20 $ par semaine. Sauf que c'est très loin d'être parfait. À l'époque, ça va créer des centaines de salaires minimums qui sont différents selon le secteur et plusieurs entreprises vont réussir à trouver des failles ou encore engager des hommes. Dans les années qui suivent, plusieurs commissions vont naître et disparaître pour essayer d'améliorer la situation. On va aussi statuer que le salaire minimum est plus bas pour les personnes qui ont du pourboire. Il faut attendre 1940 pour avoir la loi sur le salaire minimum qui vise tous les salariés chez les employeurs ou encore à domicile. Ensuite, on va continuer à voter des augmentations au travers des années, mais le taux peut encore changer selon les employeurs. Finalement, vers 1980, la loi sur les normes du travail permet au gouvernement de fixer le salaire minimum. Et pour les curieux, c'est à partir de 1983 qu'il faudra déclarer les pourboires aux impôts. Les hausses, comme on les connaît aujourd'hui, débutent en 2002 avec le gouvernement qui va instaurer un mécanisme de révision annuelle. Avec le temps, on va passer d'un salaire de 7 $ en 2002 à 16,60 $ aujourd'hui en 2026. Après la pause, il n'y a pas qu'à Montréal la folie des séries bat son plein. On va aller voir comment ça se passe dans nos régions. On va aller voir nos collègues aux quatre coins du Québec. Juliane à Québec, Fanny en Estrie, mais d'abord Maxime en Mauricie. L'ancien maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, ne sera finalement pas candidat pour le Parti libéral du Québec. Non, exactement. Bien, ça n'avait pas encore été annoncé officiellement qu'il serait candidat pour Trois-Rivières, mais la rumeur courait. Là. Il avait déjà signifié son intérêt pour le parti et pour la circonscription, qui représente quand même son ancienne ville, qu'il a dirigée pendant quelques années. Cependant, ce matin, M. Lamarche a envoyé une lettre aux médias indiquant qu'il ne serait pas présent à l'automne et qu'il prendrait une pause de la politique, du moins en tant qu'élu. Et c'est pas parce qu'il n'était pas prêt pour les élections. Là. Il avait déjà commencé à former son équipe. Il avait rencontré des associations de la région de Trois-Rivières. Mais ce qui le dérangeait, c'est que des militants et des anciens élus libéraux faisaient des appels pour donner leur avis sur la situation et essayer que Jean Lamarche ne soit pas le candidat de Trois-Rivières. Et ça l'a beaucoup dérangé. On peut l'écouter. La seule chose, c'est que j'avais une façon de le faire. Celle que je voulais faire, c'est de le faire avec des vrais compétiteurs qui sont les candidats des autres partis et non avec des gens qui se cachaient dans mon angle mort puis qui faisaient en sorte que je devais passer du temps et de l'énergie sur ces gens-là plutôt que sur le contenu puis sur les intérêts trifluviens.
La relation entre l'ancien maire et le PLQ n'est pas brisée, m'a signifié le parti par déclaration écrite. Mais cependant, ils avaient déjà prévu présenter Jean Lamarche. Donc, pas d'investiture. Ils vont donc devoir trouver quelqu'un pour le remplacer. Et on sait déjà que Jean Boulet va se représenter, quand même un député bien aimé dans la région. Donc, ça pourrait être difficile à trouver quelqu'un à sa hauteur. Merci beaucoup, Maxime. Bon, Fanny, la fièvre des séries, ça se vit pas, évidemment, qu'à Montréal. Il y a des fans finis des Canadiens un petit peu partout là, dans la province. Évidemment, il y a bien des gens qui vont regarder le tout à la maison ce soir, mais il y a aussi beaucoup de réservations dans les restaurants, dans les bars, et ça un peu partout en province. Et il y a aussi tout le volet de la marchandise, les objets promotionnels. Ici, aujourd'hui, à Sherbrooke, on est allé au Momo Sport où on nous a dit que les articles du Canadien, ça s'envole depuis une semaine. Selon un vendeur qu'on a rencontré aujourd'hui, la semaine a été particulièrement active et il disait que c'est même un peu plus actif que lors des derniers passages du Canadien en série éliminatoire, comme si les gens avaient l'impression que cette fois-ci, l'équipe allait se rendre plus loin. On envisage même de commander les chandails de nouveaux joueurs. Apparemment, il y a beaucoup d'engouement pour le chandail du numéro 76, Zachary Bolduc. Alors, je vous laisse entendre un vendeur du Momo Sport, mais aussi un employé du restaurant Le Stade à Chicoutimi que nos collègues ont rencontré aujourd'hui. Les chandails de joueurs, c'est une trentaine facilement à coût de 200 quelques dollars du chandail. C'est quand même très intéressant. Les T-shirts du Canadien, ça, c'est des quantités. Écoute, on en commande à toutes les semaines. On essaie de renouveler notre inventaire. Nous avons au-dessus de 200 réservations pour voir les activités sportives puis qui vont venir au restaurant ce soir. C'est très excitant. Les gens sont vraiment derrière le Canadien. Donc, beaucoup d'engouement, mais aussi énormément de retombées économiques à venir un peu partout en province. On va terminer avec Go Habs Go. Merci beaucoup. Merci. Bon, Juliane, maintenant, Québec accueille demain une compétition d'escalade qui regroupe les meilleurs grimpeurs en Amérique du Nord. Exactement, les NACS, donc North American Cup Series. C'est un événement d'envergure. C'est l'élite nord-américaine d'escalade qui débarque pour 2 jours de compétition à Québec. Et c'est le niveau le plus relevé qu'on n'a jamais eu. On est tout juste en dessous des Coupes du Monde. Donc, c'est vraiment une première pour Québec. Le centre d'escalade d'Élire va accueillir des grimpeurs du Mexique, du Canada, des États-Unis. Aujourd'hui, comme on est à la veille de l'événement, on est allé en coulisses rencontrer les personnes qui créent les murs. Donc, avec les prises, les parcours sur lesquels les athlètes vont grimper en fin de semaine, parce que c'est un sport qui est physique, mais c'est aussi très stratégique. C'est assez impressionnant de voir à quel point c'est technique. Et j'ai aussi pris le temps de m'entretenir avec des athlètes de Québec. Pour eux, c'est une chance incroyable de pouvoir se mesurer à des athlètes de l'international. Je vous propose de les entendre. J'ai hâte de voir le niveau. J'ai participé à des nationaux, mais évidemment, il va peut-être avoir une petite coche de plus cette fois-ci. Comme Gab a dit, c'est à la maison, fait que c'est dans notre gym ici. Moi, personnellement, ça va être la plus grosse compétition que je vais participer. C'est hot, c'est comme c'est des noms qu'on entend parler sur Internet, qu'on n'a pas forcément des liens avec eux, mais là, ils sont chez nous, puis on va grimper côte à côte avec eux. C'est incroyable. Alors, vous l'entendez, c'est une expérience hors de prix pour eux. C'est gratuit, ouvert au public, la compétition en fin de semaine à Québec. Ah, ben c'est génial. Pour les amateurs quand même d'escalade, ils vont pouvoir se rendre du côté de Québec. Juliane, merci beaucoup. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Le Canadien viendra-t-il à bout du Lightning ce soir? Le match numéro 6 de la série débute dans moins de 2 heures. On va retourner voir comment ça se passe aux abords du Centre Bell. Nouveau bond du prix de l'essence malgré l'abolition de la taxe d'assises par le gouvernement fédéral. Et l'Iran fait une nouvelle offre pour relancer les négociations de paix qui est loin de plaire à Donald Trump. Mais d'abord, c'est toute une histoire. Il y a un homme qui a été grièvement blessé après l'explosion d'une voiture Ferrari à Montréal. La voiture a été exposée chez un concessionnaire qui appartenait à Luc Poirier. Et là, la victime réclame plus de 20 millions de dollars. Et là, j'accueille sur le plateau ma collègue chef d'antenne pour CTV News, Maya Johnson. Bonsoir, Maya. Bonsoir, Sabrina. Donc, tu as travaillé sur le dossier et tu as obtenu la réaction de Luc Poirier. Oui, exactement. J'ai parlé avec Luc Poirier cet après-midi et il m'a dit, je le cite, ça n'a aucun bon sens. La rampe d'injection et les injecteurs avaient été retirés du moteur de sa voiture à son insu et sans son consentement. Quelques semaines après, un employé du concessionnaire monte la voiture à Richard Papazian, un client de Ferrari.
quand l'employé a tenté de démarrer le moteur, il y a eu cette explosion. Selon la poursuite, le Ferrari 360 était devenu une véritable bombe à retardement et allègue que l'incident a été causé par négligence grave, imprudence et faute intentionnelle. Voici maintenant un extrait de notre entrevue exclusive avec Richard Papazian. Il a essayé de faire partir l'auto pour que je peux attendre le son du moteur. Il voulait démontrer le son de l'auto. Et il a essayé de le faire partir 3 ou 4 fois. Et sur le 4e coup ou 3e coup, l'auto a explosé. Et moi, j'étais à l'extérieur de l'auto et je me suis trouvé complètement en feu. Bon, là, Luc Poirier dit qu'il n'a pas de rapport avec tout ça, mais comment réagit Ferrari Québec? Oui, bien, Ferrari Québec, nous avons contacté l'avocat qui représente Ferrari Québec et les autres parties citées dans la poursuite, mais nous n'avons pas eu de réponse encore. Papazian nous a dit qu'il n'a jamais reçu des excuses ni de compensation et en plus, l'entreprise n'a pas remboursé le 20 000 de dépôt qu'il avait versé pour la Ferrari, qu'il avait initialement l'intention d'acheter. Et vous pouvez voir le reportage complet avec une réaction du SPVM ce soir à 18h à CTV News. Bien sûr, c'est toute une histoire. Hein? Merci beaucoup, Maya, de nous l'avoir partagé. Merci, Sabrina. Merci. Alors, on pensait avoir un répit au niveau du prix de l'essence avec l'abolition de la taxe d'assises, mais visiblement, le prix de l'essence continue de grimper. On a pu voir là, le prix à plus de 2 $ dans certaines stations-service dans le Grand Montréal. On va aller en discuter avec le spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, Yvan Clich. Bonjour. Bonjour. Donc d'abord, plus de 2 $ le litre d'essence. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à le payer encore plus cher là, au cours des prochaines semaines, prochains jours? Bien, moi, je pense que les choses vont aller plus mal avant qu'elles aillent mieux. Parce que tant que les navires ne circulent pas dans le détroit d'Ormuz et ne transportent pas du pétrole, on a une perte d'environ 10 à 12 millions de barils de pétrole par jour depuis 2 mois sur une consommation de 100 millions. Alors, on commence à voir les impacts en Asie. Là. Les gens se rationnent. On a entendu parler en Europe, il manque de kérosène pour les voyages en avion. Donc, il y a beaucoup des milliers de vols qui sont annulés. Ouais. Alors, je pense qu'on est dans une trajectoire malheureusement ascendante. Mais ça veut dire que ça pourrait monter jusqu'à où? C'est-à-dire qu'on regardait aujourd'hui le prix du baril de pétrole environ donc 110 $ US. Est-ce que ça pourrait monter jusqu'à 150, 200 $ le baril? Sans que ça soit mes prévisions, il faut que les gens sachent que dans les milieux pétroliers, ça se parle. Il y a des gens qui parlent de 150 $ le baril, voire même 200 $ le baril. Ceci dit, tout ça, c'est tempéré aussi par un élément, c'est que comme les gens voient les prix augmenter, ils consomment moins de pétrole. Donc, la demande fléchit un peu et c'est la loi de l'offre et de la demande. Si la demande fléchit un peu, ben là, évidemment, les prix vont un peu moins augmenter. Ouais. Alors, sur une consommation de 100 millions de barils de pétrole par jour, on pense maintenant qu'on est à 1 à 4 millions de barils de pétrole de baisse de la demande parce que les gens voient justement les prix monter et ils sont pas optimistes sur le fait que ça va fléchir étant donné qu'il n'y a pas de résolution encore de la crise dans le détroit d'Ormuz. Effectivement, mais là, bon, on sait, il y a la taxe d'assises qui a été retirée par le gouvernement Carney. C'est une réduction de 10 sous. Est-ce que ça veut dire concrètement que vraiment on aurait payé aujourd'hui l'essence, par exemple, 10 sous de plus? Ça reste quand même à déterminer. Mais bref, on aurait pu en jaser pendant vraiment longtemps, M. Clich. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, au plaisir. Bon, sur la scène internationale maintenant, ça fait 60 jours que le conflit entre les États-Unis et l'Iran a débuté. C'était déjà le 28 février dernier. Et là, Lila, Donald Trump doit maintenant obtenir l'aval du Congrès pour poursuivre ses opérations, sans quoi le président sera obligé de retirer ses troupes. Oui, théoriquement, il avait jusqu'aujourd'hui pour demander l'autorisation du Congrès, mais son gouvernement avait laissé entendre qu'il allait faire fi de ses obligations, finalement. Pourtant, selon la Constitution, c'est seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre. Alors oui, il y a une loi adoptée
adopté en 1973 qui permet au président de déclencher une intervention militaire pour répondre à une situation d'urgence. Mais ce même texte exige que le président, finalement, s'il engage des troupes américaines plus de 60 jours, il doit obtenir l'autorisation du pouvoir législatif. Sauf que l'administration Trump, elle s'appuie sur le fait que depuis le 8 avril, il y a un cessez-le-feu, donc il ne serait pas concerné. Mais sachant ça, Sabrina, il y a aussi un sondage Ipsos pour le New York Times qui dit que 61% des Américains considèrent la guerre comme étant une erreur. Et pourtant, le président assume ne pas avoir l'intention de demander l'accord du Congrès. On peut l'écouter. Why are you not seeking congressional approval to extend? Nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different? Et oui, la Maison-Blanche qui a reçu aussi une proposition de plan de paix, donc Téhéran qui l'a transmis en fait au Pakistan, un pays médiateur dans ce conflit. Les détails du plan, on les a pas vraiment. On sait juste que l'Iran il veut instaurer un péage dans le détroit d'Ormuz. Et puis Donald Trump aujourd'hui qui continue de dire que c'est un succès cette guerre, que l'Iran reste désorganisé. Et puis en fait ce plan qui fait toujours pas son affaire. Iran wants to make a deal because they have no military left essentially and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. On parle maintenant des flottilles de la liberté, ce convoi maritime humanitaire pour Gaza. Il y a 22 navires sur 50 qui ont été interceptés par l'armée israélienne. 22 bateaux, dont justement un qui avait 2 Canadiens dedans, en fait. Ils ont été interceptés autour de la crête, en fait, de la Grèce, à 1000 km d'Israël. On peut écouter le message, justement, que l'armée israélienne a envoyé à un de ces bateaux. This is the Israeli Navy. Attempts to breach the lawful maritime security blockade of the Gaza Strip constitute a violation of international law. If you wish to deliver humanitarian aid to Gaza, you may do so through established and recognized channels. Any further attempt to sail toward Gaza places your safety at risk. En tout, donc, 50 bateaux, donc avec de l'aide humanitaire qui sont partis vers Gaza. Il y a un blocus humanitaire qui est toujours en cours. Et c'est pas la première fois que l'armée israélienne intercepte ces mouvements, qui sont non armés d'ailleurs, et qui, d'après plusieurs experts du droit maritime international, ça serait illégal. La Cour internationale de justice avait statué en 2024 qu'aucun pays ne pouvait entraver l'aide humanitaire destinée à Gaza. Merci beaucoup, Lila. Merci. Salut Alain! Salut Sabrina. Bon, les députés caquistes qui se sont réunis aujourd'hui à Rivière-du-Loup, dis-moi, on sait, la rentrée parlementaire, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement aujourd'hui? Bien, je pense que l'objectif de Christine Fréchette aujourd'hui, premièrement, c'était d'unir les troupes, les fouetter, parce qu'ils ont 17 jours devant eux avant de tomber en pré-campagne électorale. L'Assemblée nationale va recommencer à siéger le 5 mai. Donc, c'est de les unir en premier lieu, parce que si tu veux convaincre le reste de la population, il faut que tu convainques tes propres députés qui vont être tes soldats sur le terrain. Et c'est surtout peut-être pour leur donner de l'espoir, parce que tous les sondages démontrent qu'en date d'aujourd'hui, s'il y avait une élection, il n'y aurait aucun de ces députés qui se ferait élire. Donc, je pense que c'est l'objectif ultime de Christine Fréchette. Et une fois ça sur la table, de commencer à regarder l'agenda législatif parce qu'elle a des projets qu'elle veut mettre de l'avant, particulièrement le projet de loi Gaby-Renault pour permettre à une personne de demander au corps policier pour savoir si son conjoint ou son conjointe a des antécédents de violence conjugale. Et il y a nécessairement le redécoupage électoral. Le gouvernement est insatisfait parce que la Cour suprême a refusé la demande du gouvernement de maintenir la circonscription à Montréal et en Gaspésie. Donc, 2 projets de loi qui sont quand même très importants pour Christine Fréchette. Vraiment, mais justement, tu parles beaucoup de projets, mais Christine Fréchette dit qu'elle a fait débloquer des dossiers quand même depuis le départ de François Legault. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est vrai. Plusieurs disent qu'elle était hyper active. Elle a voulu être sur le terrain, prendre tout l'espace médiatique. On n'a qu'à penser en premier lieu à l'entente avec les médecins spécialistes, le déblocage de 700 millions pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle a aussi fait 2 annonces importantes. La première, le remboursement de la taxe de bienvenue, la taxe de mutation pour les acheteurs d'une première maison. Elle a donné un répit aux PME qui génère notre économie, qui crée de la richesse, donc en baissant le premier taux d'imposition. Donc, beaucoup d'annonces dans les premiers jours. Et là, dans les 17 prochains jours, elle a annoncé qu'elle voulait remettre de l'avant tous les projets de loi qui étaient déjà en cours avant la fermeture de l'Assemblée nationale, avant sa nomination. On parle d'une douzaine de projets. Est-ce qu'elle va réussir?
le plus important, la Constitution du Québec de Simon-Jeanin Barrette. Ça va être tout un défi pour elle. Et je rajouterais une chose que l'on ne parle pas beaucoup, c'est qu'elle doit aussi mettre en place son organisation électorale. Ben oui, donc, clair. trouver les candidats, trouver les bénévoles, ramasser l'argent. Donc, ça va être un défi rocambolesque pour elle là, pour les prochains jours, prochaines semaines. Ah ouais, là, on a vu, en début de semaine, Christine Fréchette qui est allée du côté de Washington pour parler des négociations commerciales. Là, j'ai envie qu'on parle quand même de Mark Carney, donc premier ministre du Canada. Dis-moi, est-ce que tu considères que les Canadiens là, gardent confiance en Mark Carney, justement, pour les négociations commerciales avec les États-Unis? Oui, très bonne question. Il y a un sondage Angus Reid qui est sorti qui démontre que sa cote de popularité par rapport aux négociations avec les États-Unis, avec Donald Trump, a augmenté de 9 Les gens semblent vouloir lui faire confiance. Particulièrement, ce qui ressort, c'est que les gens ont confiance en son CV, sa capacité de négocier et aussi considèrent que Donald Trump est imprévisible, donc souhaitent lui donner une chance réelle. Je dirais qu'à part les partisans dans le sondage, les partisans conservateurs, la plupart des gens sont convaincus que Mark Carney fait les bonnes choses pour essayer de trouver une porte de sortie pour négocier cette nouvelle entente Canada, États-Unis, Mexique. Alain, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le deuxième volet tant attendu du film culte Le Diable s'habille en Prada est maintenant en salle. Raphaël Roy vient nous en parler. Au retour. Bon, on va aller joindre à nouveau ma collègue Lily Mercure et le caméraman Alex Volpato qui sont aux abords du Centre Bell. Lily, est-ce que ça se déroule toujours dans le calme? Il y a pas mal de monde, là. Écoute, calme, je ne sais pas si c'est le mot, mais on peut dire que tout se déroule bien. Les fans sont excités, sont survoltés et ça festoie. Donc, les gens ont très hâte au match qui commence dans un peu plus d'1 heure. Aujourd'hui, c'est une grosse soirée, fait qu'on a décidé de mettre le veston. À quoi on s'attend ce soir? Une victoire. Ouais. En quoi? 4-1 en temps réglementaire. On élimine le Tampa Bay Lightning à soir. Ouais, en quoi? Let me think about it. 3-1, filet des airs, Jack Evans. Le monde va venir supporter leur équipe, puis encourager, puis ils vont vivre un beau moment, je pense. Les gens sont tellement bien habillés et tout. Là, Lily, il y a une personne avec qui tu as parlé qui l'a mentionné, mais il y a des fans qui viennent quand même de très loin, là. Oui, moi, j'ai parlé avec des gens de partout depuis le milieu de l'après-midi, des gens qui sont venus ici et qui ont payé leur billet à un fort prix. Le moins cher que j'ai entendu, à titre d'exemple, c'est 450 $. Donc, les gens peuvent faire aussi beaucoup de routes pour venir voir leur idole, comme c'est le cas de cette famille qui arrivait de la Nouvelle-Écosse. On est descendu de Kapuskasing en Ontario, 13 heures de route. Ça fait à peu près une journée et demie Puis on était ici en 93 puis en 2021. Fait qu'on manque jamais des bonnes parties comme des finales contre n'importe quelle équipe. Puis on espère certainement que Montréal va gagner ce soir. C'est cool, ça. Merci beaucoup, Lily. Et on va vous retrouver ce soir dans notre bulletin de 22h. Bon match. Merci, à tantôt. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Sabrina. Le diable, ça brille. Ça brille. Ça brille, mais là, il se déshabille 20 ans plus tard. Mais là, il s'habille en Prada 2 qui est maintenant à l'affiche. Oui, ça fait 20 ans. Et là, on a cette suite du diable s'habille en Prada. Meryl Streep qui revient dans son rôle de Miranda et également Anne Hathaway qui reprend son rôle d'Andy. Andy qui va revenir travailler pour le magazine Runway qui va pas très bien. Et Meryl Streep, son personnage n'a pas changé. Elle est autant détestable, autant désagréable. On se rappelle même plus qu'Andy a déjà travaillé pour elle. Voici un extrait de la bande-annonce. So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Et il y a l'équipe de Pas pour rien qui a rencontré la distribution du Diable s'habille en Prada 2 à New York. Je vous invite à aller sur le crave.ca pour l'entièreté de l'entrevue. Plusieurs caméos dans cette deuxième dans ce deuxième film du Diable s'habille en Prada. Entre autres, Lady Gaga qui va faire une apparition. Ben oui, la bande originale est sortie aussi aujourd'hui et Lady Gaga y participe. Là. 3 chansons de Lady Gaga sur cette bande originale, entre autres collaboration avec Dolce qui s'intitule Runaway. On a eu le vidéoclip plus tôt cette semaine. Également, Shape of a Woman et Glamorous Life. On lève le son parce que c'est bon.
Et on retrouve également plusieurs chansons populaires sur cette bande originale, entre autres un peu de Dua Lipa, d'Olivia Dean, également du Miley Cyrus. Donc, cette bande originale de ce deuxième film du Diable s'habille en Prada, c'est disponible sur toutes les plateformes. Et là, il y a une nouvelle collaboration entre Madonna et Sabrina Carpenter. Chanson qui s'intitule Bring Your Love et c'est franchement bon. Sabrina Carpenter qui avait interprété cette chanson-là live à son spectacle de Coachella. Madonna qui était venue la joindre en surprise. Elle avait fait 2 chansons ensemble, 3 chansons, dis-je, Vogue, Like a Prayer et cette chanson-ci qui se retrouvera sur le prochain album de Madonna. Ça va sortir le 3 juillet prochain. C'est bon. On te retrouve ce soir à 22h, Raphaël. 22h, idée de sortie pour vous. Yeah! Yannick, Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Allô, Sabrina, comment vas-tu? Alors, le Canadien qui est prêt à porter le coup de grâce au Lightning ce soir au Centre Bell. Ça va être une ambiance extraordinaire ce soir pour le 6e match de la série face au Lightning. Déjà, regarde les gens qui se sont massés aux abords du Centre Bell pour regarder le match à l'extérieur. C'est incroyable. Les gens sont là depuis très tôt cet après-midi. Wow. Il y a beaucoup d'effervescence aux abords du Centre Bell. Et si le Canadien devait l'emporter ce soir, Sabrina, évidemment, on a bien hâte de voir quelle sera la réaction des gens qui voudront certainement festoyer la victoire de leur préféré. Et on va te faire entendre des messages d'Alexandre Carrier, qui est défenseur du Canadien, et de l'entraîneur-chef du Tricolore, Martin Saint-Louis. Fait que t'es prête à ce que le monde remplace des voitures ce soir? Non, j'espère pas. On espère pas, ouais. Mais, tu sais, vendredi soir, il fait beau. Si on gagne, on sait pas. Mais écoute, on va se concentrer pour le match. Ouais, il fait froid un peu, mais on va se concentrer sur le match d'asseoir, mais on espère pas que ça flippe des voitures quand même. Là. Le seul message que j'ai, c'est on a besoin de tout le monde. On reste ensemble. Tu sais, ça, je veux dire. C'est ça. Fêter, c'est ça. Mais dans le respect. Et dans le respect. On peut être content sans faire de la casse, là, quand même. Exactement. Tout à fait. Exactement. Mais parce que là, on sent quand même que c'est vraiment tout le monde qui est derrière le Canadien de Montréal, vraiment. Tout le monde est derrière le Canadien de Montréal. Même, il y a la Sûreté du Québec qui a produit une vidéo très, très intéressante, un brin humoristique, justement, pour montrer à quel point on appuie le Canadien de Montréal. Regarde bien l'extrait suivant. Oh, ce serait vraiment dommage qu'en raison de mon intervention, vous n'arriviez pas à temps au match pour encourager votre équipe. Ici, on affiche clairement nos couleurs. Regardez dans le rétroviseur. Avantage bleu, blanc, rouge. D'ailleurs, le CH, on finit ça à soir. Tout le Québec est derrière vous. Mais à part lui, d'ailleurs, faites pas comme lui. Là. Soyez prudents sur la route avant puis après le match. Si vous faites effort à soir, voyez le coup. Très bon. Voilà, le message est entendu. Ouais, beau message. Ouais, beau message. Vraiment. Hey, là, on va se diriger dans une classe de musique à l'ATUC. Oui, il y a toutes sortes de façons d'encourager le Canadien de Montréal depuis le début des séries. On a présenté au cours des dernières émissions des photos des gens qui nous envoyaient comment ils festoyaient, ils célébraient, ils encourageaient le Canadien. Écoute bien cette école de musique qui encourage à sa façon le Canadien. Allez Montréal, allez Montréal, allez Montréal. Je trouve ça charmant. C'est la là. classe de Régis Gravel, qui est un enseignant en musique, donc au primaire, là-bas du côté de l'ATUC. Et je te signale, sportivement parlant, là, si jamais le Canadien devait perdre ce soir, Sabrina, on ne le souhaite pas. Il y aura un 7e match, c'est là où ça va se décider. Ça va être dimanche du côté de Tampa. Pour le moment, on ignore encore à quelle heure ce match, à ce moment-là, serait disputé. Et John Cooper, qui est l'entraîneur du Lightning, est candidat au trophée Jack Adams, remis au meilleur entraîneur. Il est candidat. Et je te rappelle également qu'il y a autre chose à suivre. Le Rocket, 2e match à la Place Belle ce soir contre les Marlies. Suite des séries à la JMQ à Moncton et Saguenay. Et début de la série de la victoire demain après-midi contre le Frost. Comme on dit ce soir, on va pitonner entre la victoire et le Canadien de Montréal. Pas la victoire, non, les Rockets, le Rocket. Et le Rocket. La victoire, c'est demain. Il y a tellement d'événements. Mais on souhaite une victoire au Canadien. On souhaite une victoire à tout le monde. À tout le monde, tout le monde, tout le monde. Hey, bon week-end, bye-bye. Bon week-end.
Bon, et on termine maintenant notre bulletin avec une nouvelle de dernière heure parce que, bon, il y a le président américain Donald Trump qui estime que les hostilités contre l'Iran sont terminées. À tout le moins, c'est ce qu'il a affirmé dans une lettre qui est adressée au Congrès, donc américain, qui a été envoyée, en fait, à des responsables parlementaires. Là, ce qu'on peut lire, en fait, dans cet extrait-là, le président dit le 7 avril 2026, j'ai ordonné un cessez-le-feu de 2 semaines. Le cessez-le-feu a depuis été prolongé. Il n'y a pas eu d'échange de tirs entre les forces des États-Unis et l'Iran depuis le 7 avril. Bref, on va y revenir, bien sûr, ce soir dès 22h. Et aussi, on va parler, bien sûr, du Canadien de Montréal. À plus tard.